J'étais à ma fête de fiançailles quand ma future femme a déclaré « J'ai décidé que nous avions besoin d'un contrat de mariage. » Tout reste séparé. J'ai souri en pensant « Timing parfait. » Vous connaissez ces moments où vous êtes là, assis, à vous sentir vraiment bien dans votre peau, en pensant que votre vie prend enfin tout son sens? Eh bien, accrochez-vous à ce sentiment, car le mien a duré à peu près aussi longtemps qu'une vidéo TikTok. J'étais là, sur mon 31 dans mon smoking à $1000 qui me donnait l'air du petit frère plus cool de James Bond, entouré de 200 de nos amis et parents les plus proches, dans la salle de réception la plus chic que l'argent puisse louer dans le centre-ville de Chicago. Les lustres brillaient comme des diamants, le champagne coulait à flots comme les chutes du Niagara, et tout était parfait pour ce qui était censé être notre fête de fiançailles. Toute l'installation hurlait « On a réussi ». Vous voyez le genre, des nappes blanches qui coûtaient probablement plus cher que la mensualité de la voiture de la plupart des gens, des centres de table qui semblaient avoir leur place dans un musée, et assez de fleurs pour faire pleurer de joie n'importe quel fleuriste. Claire avait insisté pour qu'on sorte le grand jeu parce qu'apparemment, quand on annonce ses fiançailles, on ne peut pas juste poser des chips et de la sauce sur une table pliante dans le jardin de quelqu'un, comme des gens normaux. Non, il fallait qu'on la joue à fond façon Kardashian. Mon témoin, Marcus, se tenait là avec ce sourire narquois qu'il affiche quand il s'apprête à m'embarrasser devant tous les gens que j'ai jamais rencontrés. Le gars avait levé sa flûte de champagne, prêt à se lancer dans ce que je savais être une séance de vannes de 20 minutes sur toutes les stupidités que j'avais faites depuis l'époque où nous étions colocataires à la fac. Je parle de la fois où j'ai essayé d'impressionner une fille en prétendant que je parlais français, et où j'ai fini par commander un hamburger en demandant un cercle de bœuf avec de la sauce joyeuse. La grande classe, n'est-ce pas? Toute la foule bourdonnait de cette énergie d'avant-discours, vous voyez? Les gens s'installaient sur leurs chaises, leur téléphone déjà sorti et prêt à capturer les histoires humiliantes que Marcus s'apprêtait à déballer. Ma mère était assise à la table d'honneur avec ce regard fier, mais légèrement terrifié, qu'ont les mères quand elles savent que leur fils est sur le point de se faire rhabiller pour l'hiver en public. Mon père riait déjà doucement dans son whisky, se rappelant probablement les désastres de sa propre fête de fiançailles. Mais ensuite, et je jure que c'est là que tout est passé de la comédie romantique au thriller psychologique, Claire a décidé qu'elle avait quelque chose à dire en premier. Ma magnifique fiancée blonde, tirée à 4 épingles, s'est levée dans sa robe de créateur qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture, a attrapé sa coupe de champagne et a commencé à la faire teinter avec sa bague de fiançailles. Le son a fendu le brouhaha comme une alarme incendie à 3 heures du matin. « Excusez-moi, tout le monde », a-t-elle annoncé avec ce sourire que je trouvais autrefois charmant, mais qui commençait à me rappeler celui d'un requin qui vient de repérer un phoque blessé. Avant que Marcus ne commence à raconter des histoires embarrassantes sur mon merveilleux fiancé, j'ai une petite annonce à faire. La salle est devenue silencieuse plus vite qu'une bibliothèque en période d'examen. Même les serveurs ont arrêté de bouger, sentant probablement que ce qui allait se passer serait plus divertissant que tout ce qu'ils verraient sur Netflix plus tard. Marcus a baissé son verre, l'air confus, comme si on venait de lui annoncer que la bière était en fait mauvaise pour la santé. Claire s'est éclaircie la voix de façon théâtrale. Et quand je dis théâtrale, je veux dire comme si elle s'apprêtait à déclamer un monologue de Shakespeare au beau milieu d'un parc. J'ai beaucoup réfléchi à notre avenir commun, et j'ai décidé que nous devions être pragmatiques. Nous avons besoin d'un contrat de mariage. Je crois que tout devrait rester séparé. Ce qui est à moi, et ce qui est à toi est à toi. Le silence qui a suivi était si épais qu'on aurait pu le couper avec un couteau à beurre. C'était comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton pause de l'univers tout entier. Mon cousin Jerry, qui était en train de décimer le buffet de cocktails de crevettes, s'est littéralement figé avec une crevette géante à mi-chemin de sa bouche, ressemblant à la statue confuse d'un gars sur le point de manger des fruits de mer. Je suis resté assis là, tenant ma coupe de champagne, avec l'impression de venir de me faire frapper en traître par un kangourou portant des gants de boxe. La partie rationnelle de mon cerveau essayait d'assimiler ce qui venait de se passer, tandis que l'autre partie se demandait s'il n'y avait pas une caméra cachée quelque part, parce que ça devait forcément être une sorte de canular ultra élaboré. Je veux dire, qui lâche une bombe sur un contrat de séparation de biens à sa propre fête de fiançailles? C'est comme annoncer qu'on veut divorcer lors de la réception de son mariage. Mais voilà le truc avec moi, je ne reste pas choqué bien longtemps. Appelez ça un mécanisme de défense, appelez ça de l'entêtement, appelez ça comme vous voulez, mais quand la vie me prend de court, je sors l'artillerie lourde. Donc, après environ 10 secondes passées assis là comme un cerf aveuglé par des phares, j'ai commencé à sourire. Pas un sourire heureux, attention,
mais un de ces sourires lents et complices qui signifie généralement que quelqu'un va bientôt récolter ce qu'il a semé. Eh bien, ai-je dit, assez fort pour que toute la salle l'entende, ça c'est une sacrée façon de plomber l'ambiance de la fête, bébé. Quelques rires nerveux ont parcouru la foule, mais la plupart des gens essayaient encore de savoir s'ils devaient chercher les sorties de secours ou sortir leur téléphone pour enregistrer ce qui allait manifestement devenir la fête de fiançailles la plus commentée de l'histoire de Chicago. Le sourire de Claire a vacillé un tout petit peu, comme si elle ne s'attendait pas à ce que je le prenne aussi bien. Elle pensait probablement que j'allais bafouiller, m'excuser et accepter tout ce qu'elle voulait, comme je le faisais d'habitude quand elle me balançait l'une de ses suggestions pratiques. Mais ce soir, c'était différent. Ce soir, j'avais ma propre petite surprise en réserve, et son timing était absolument parfait. Voyez-vous, Claire montrait son vrai visage depuis des semaines, lâchant des sous-entendus sur la sécurité financière et s'assurant que je comprenne bien que l'argent de sa famille était intouchable, tout en s'attendant étrangement à avoir un accès total au mien. J'avais été très attentif, j'avais pris des notes mentales et je m'étais préparé exactement pour ce genre de moment. Parce que s'il y a une chose que mon vieux père m'a apprise, c'est que lorsque quelqu'un vous montre qui il est vraiment, vous avez intérêt à le croire du premier coup. Alors j'ai continué à sourire, j'ai levé mon verre un peu plus haut et je me suis préparé à montrer à tous les gens présents dans cette salle de bal luxueuse ce qui se passe exactement quand on essaie de jouer avec quelqu'un qui a gardé 3 coups d'avance depuis le début. Ce que Claire ne savait pas, c'est que sa parfaite annonce de contrat de mariage allait devenir la première partie de ma propre petite représentation. Et croyez-moi, la mienne allait être beaucoup plus mémorable que la sienne. Mais Claire n'en avait pas fini avec son petit numéro. Oh, non. Elle ne faisait que s'échauffer, comme un lanceur de baseball avant le match. Elle s'est mise à faire les 100 pas autour de notre table de cette manière calculée qui me disait qu'elle avait répété tout ce discours devant le miroir de sa salle de bain environ 50 fois. Ses talons de créateur claquaient sur le sol en marbre à chaque pas, créant un rythme qui ressemblait au compte à rebours d'un désastre. Je sais que cela peut paraître non conventionnel, a-t-elle poursuivi en gesticulant avec sa coupe de champagne comme si elle dirigeait un orchestre d'indépendance financière. Mais je crois vraiment que les couples modernes doivent être intelligents face à ces choses-là. Nous devons protéger nos actifs individuels et maintenir notre autonomie financière. Elle utilisait maintenant sa voix d'avocate d'affaires, celle qu'elle sortait quand elle voulait paraître sophistiquée et intimidante en même temps. Le public buvait ses paroles comme s'il s'agissait du dernier épisode de leur émission de télé-réalité préférée. Je pouvais voir des gens se pencher en avant sur leur chaise, leur téléphone enregistrant discrètement, composant probablement déjà le texto qu'ils allaient envoyer à leurs amis au sujet de la fête de fiançailles la plus folle à laquelle ils aient jamais assisté. Ma tante Martha s'éventait avec sa serviette comme si elle allait avoir des vapeurs. Et l'oncle Rick secouait la tête avec cette expression de « Ah, les jeunes d'aujourd'hui », qu'il réservait aux nouvelles particulièrement stupides. Mais c'est là que le plan brillant de Claire a commencé à montrer ses vraies couleurs. Elle n'arrêtait pas de parler de séparation et d'indépendance financière, se dépeignant comme une sorte d'icône féministe qui brisait les barrières traditionnelles du couple. Un truc vraiment progressiste, pas vrai? Sauf qu'ensuite, elle a commencé à expliquer la situation de la maison, et c'est là que toute sa philosophie du « ce qui est à moi, ce qui est à toi » a soudainement développé de très pratiques exceptions. Bien sûr, nous irons toujours de l'avant avec l'achat de la maison de nos rêves ensemble, a-t-elle annoncé avec ce genre de confiance qui vient du fait de croire en ses propres bêtises. Parce que c'est un investissement dans notre avenir commun. Ce qui est important, c'est que nous l'abordions en tant que partenaires égaux, en construisant quelque chose de magnifique ensemble. Elle en faisait des caisses maintenant, parlant de partenariat et d'égalité tout en décrivant essentiellement un scénario où je signerais les chèques et où elle choisirait les rideaux. La maison dont elle parlait était cette magnifique demeure victorienne dans Lincoln Park que nous visitions depuis des mois. 3 chambres, 2 salles de bain et demi, du parquet d'origine et un prix à faire réfléchir un gagnant du loto. Nous avions fait une offre 2 semaines auparavant et j'avais déjà transféré ma moitié de l'apport, la coquette somme de $50 000, sur notre compte joint, prêt pour la signature. Claire le savait, bien sûr, parce qu'elle avait traqué chaque centime comme une experte comptable de la police scientifique. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais fait mon propre petit suivi. Voyez-vous, j'avais commencé à remarquer des choses au cours des dernières semaines. De petites remarques ici et là sur le fait que l'argent de sa famille était bloqué dans des investissements et ne pouvait pas être touché pour quelque chose d'aussi banal que de l'immobilier. Comment ses parents lui avaient conseillé de garder ses actifs protégés parce que, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans un mariage. Comment elle avait commencé à parler de la maison comme étant, la nôtre,
tout en rendant clair comme de l'eau de roche que sa BMW, son compte épargne et son fonds de placement étaient définitivement, absolument, à 100% à elle et rien qu'à elle. Donc, pendant qu'elle se tenait là à expliquer son approche révolutionnaire des relations modernes, j'étais assis là à penser à l'appel téléphonique que j'avais passé la veille après-midi. Celui à mon conseiller financier, ce bon vieux Bob Murphy, qui m'avait aidé à monter mon portefeuille d'investissement à l'époque où j'avais décroché mon premier vrai boulot. Bob avait été confus quand je lui avais demandé de retirer les 50 000 $ de notre compte joint et de les transférer de nouveau sur mon compte courant personnel. Mais il l'avait fait sans poser trop de questions. C'est pour ça que je paie ce gars une fortune. Le timing n'aurait pas pu être plus parfait. Claire voulait jouer au jeu de la séparation ? Que la partie commence, ma chérie. Voyons à quel point elle voulait que les choses soient séparées quand son brillant plan d'achat immobilier se retrouverait soudain avec un trou de 50 000 $. Je l'ai laissé finir son discours sur l'autonomie financière et les partenariats modernes, la regardant haranguer la foule comme une politicienne dans un meeting de campagne. Elle était douée. Je lui accorde ça. Elle avait réussi à faire hocher la tête de la plupart des invités, qui pensaient probablement qu'elle était une sorte de visionnaire révolutionnant l'institution du mariage. Quelques-unes des femmes les plus jeunes la regardaient avec une véritable admiration, comme si elle venait d'inventer le pain en tranches et le Wi-Fi en même temps. Quand elle a enfin conclu sa présentation et levé son verre pour porter un toast au nouveau départ et aux partenariats honnêtes, j'ai su qu'il était temps de déclencher la foudre. Je me suis levé lentement, ajustant mon nœud papillon, et lui offrant mon sourire le plus charmant, celui que j'utilisais à la fac quand j'étais sur le point de lancer une réplique qui laisserait quelqu'un sans voix pendant une semaine. C'est vraiment magnifique, Claire, ai-je dit, assez fort pour que tout le monde entende, mais assez calmement pour paraître tout à fait raisonnable. J'adore la passion avec laquelle tu tiens à ce que tout reste séparé et indépendant. Ça montre un véritable engagement envers tes principes. Elle m'a fait un sourire radieux, comme si je venais de lui dire qu'elle était la femme la plus brillante ayant jamais existé. La pauvre n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. En fait, ai-je continué, en sortant mon téléphone avec la confiance désinvolte de quelqu'un qui a toutes les cartes en main. Je suis tellement inspiré par ton dévouement à la séparation financière que j'ai décidé de prendre de l'avance sur tout ça. Puisque tu veux que tout reste complètement séparé, ce qui est à moi, ce qui est à toi est à toi. N'est-ce pas ? J'ai pris les devants et j'ai retiré mon argent de l'apport pour la maison hier. Le silence qui a suivi a été si profond que c'était comme si quelqu'un avait aspiré tout l'oxygène de la pièce. Même la musique de fond a semblé bégayer et mourir. Le groupe dans le coin, qui jouait un petit morceau de jazz doux, a fait une fausse note si terrible qu'on aurait dit que quelqu'un avait fait tomber son saxophone dans les escaliers. Le visage de Claire est passé par environ 17 expressions différentes en l'espace de 3 secondes. D'abord la confusion, puis la réalisation, puis ce genre d'horreur que vous voyez dans les films quand quelqu'un réalise que l'appel téléphonique vient de l'intérieur de la maison. Sa mâchoire s'est décrochée si vite que j'ai cru qu'elle allait se déboîter quelque chose. Et sa coupe de champagne a penché dangereusement dans sa main soudainement molle. Mais le vrai spectacle se passait à la table des parents. Son père, Grégory, qui sirotait son whisky haut de gamme avec la satisfaction suffisante d'un homme dont la fille venait de jouer un coup d'échec financier brillant, a soudainement commencé à s'étouffer comme s'il avait avalé une balle de golf. Sa mère, Diane, est devenue blanche comme un linge, faisant probablement le calcul mental de ce que cela signifiait pour les plans de mariage parfaits dignes de Pinterest de leur précieuse fille, ainsi que pour ses rêves immobiliers. Si vous avez toujours voulu voir ce qui se passe quand un plan parfaitement chorégraphié s'écrase et brûle de façon spectaculaire, vous auriez dû être assis à ma table ce soir-là. Les retombées de ma petite annonce ont frappé la salle comme un tsunami de gêne mélangé à un chaos pur et non filtré. C'était beau, de la façon dont les accidents de train sont beaux. Horrifiant, mais absolument impossible d'en détourner le regard. Diane a été la première à se remettre du choc. Et laissez-moi vous dire, elle a contre-attaqué comme une maman ours à qui l'on viendrait de dire que le Père Noël n'existe pas. Son visage est passé du blanc fantôme au rouge camion de pompier en environ 2 secondes chrono. Et elle a bondi de sa chaise si vite qu'on aurait dit qu'on avait attaché des fusées à ses talons loup-boutin. La femme avait l'air prête à grimper sur la table pour m'étrangler personnellement avec les luxueuses serviettes en tissu. C'est absolument sans cœur, a-t-elle sifflé, sa voix coupant le silence stupéfait comme une tronçonneuse dans du beurre. Comment peux-tu faire quelque chose d'aussi cruel à ta propre fiancée ? Le soir de vos fiançailles, en plus. Elle était crispée sur son collier de perles, et je veux dire, littéralement crispée sur son collier de perles, parce qu'apparemment,
c'est quelque chose que les personnes riches font vraiment quand elles pètent les plombs. Ses cheveux parfaitement coiffés commençaient à se défaire, de petites mèches s'échappant de la laque industrielle qu'elle avait utilisée pour maintenir ce casque en place. Grégory a décidé de rejoindre la fête à son tour, et mon gars, ce type est passé en mode mâle alpha plus vite qu'on ne peut dire, masculinité toxique. Il s'est penché vers moi par-dessus la table avec ce regard noir intimidant qui faisait probablement des merveilles lors des négociations en salle de réunion, mais qui le faisait juste ressembler à un morse en colère en smoking. Les veines de son front ressortaient comme une carte routière vers la ville de l'AVC, et son verre de whisky tremblait dans sa main. « Écoute-moi bien, jeune homme » a-t-il grogné, pointant son doigt vers moi comme s'il jetait une sorte de malédiction de père riche. « Tu ne peux pas faire un coup pareil et penser que tu vas t'en tirer. As-tu une idée de la situation dans laquelle tu as mis notre fille? Quel genre d'homme fait une chose pareille? » Pendant ce temps, Claire faisait sa propre petite dépression nerveuse juste là, devant Dieu et tout le monde. Elle avait l'air de quelqu'un à qui on venait d'annoncer que ses cartes de crédit avaient été annulées, son compte Instagram supprimé, et que son café préféré était définitivement en rupture de stock de son latte aux épices d'automne. La pauvre me fixait avec cette expression de trahison totale et absolue, comme si je venais de lui dire que tout ce qu'elle avait jamais cru sur le monde n'était qu'un mensonge. « Tu ne peux pas faire ça » a-t-elle gémi, la voix brisée comme une adolescente dont les parents viennent de confisquer le téléphone. « C'est notre maison. Nous avons fait une offre. Nous avons des contrats. Tu ne peux pas juste. Tu ne peux pas juste reprendre ton argent comme ça. » Elle gesticulait follement avec ses mains maintenant, le champagne ballottant dangereusement près du bord de son verre, menaçant de baptiser sa robe hors de prix avec du Dom Pérignon de première qualité. C'est là que les choses sont devenues vraiment amusantes, parce que je m'étais préparé exactement pour ce moment. J'ai sorti mon téléphone avec l'assurance calme de quelqu'un qui vient de jouer la parfaite dans une partie de poker à gros enjeux. J'ai fait défiler mes emails jusqu'à ce que je trouve exactement ce que je cherchais, la confirmation de ma banque, horodatée à 15h47 l'après-midi précédent, montrant le retrait de 50 000 $ de notre compte joint et le transfert vers mon compte courant personnel. « Oh, mais bien sûr que je peux », ai-je dit en brandissant mon téléphone pour que toute la table puisse voir l'écran. Tu vois, c'est ça qui est beau quand on a son nom sur un compte. On peut décider de ce qui arrive à son argent. Et d'après ce petit email juste ici, mon argent est maintenant bien au chaud sur mon compte personnel, me rapportant un joli rendement de 4,2% en attendant de savoir ce qu'il veut faire quand il sera grand. La réaction a été immédiate et spectaculaire. Le visage de Grégory est passé par plusieurs nuances de violet dont j'ignorais l'existence dans la nature, tandis que Diane a commencé à faire de petits bruits de halètement comme un poisson hors de l'eau. Claire s'est contentée de fixer l'écran du téléphone, comme si elle essayait de forcer les chiffres à changer par la seule puissance de son regard. Mais le vrai divertissement se passait dans la galerie des spectateurs. Les autres invités avaient abandonné toute prétention de conversation polie et nous dévisageaient ouvertement, observant notre petit drame familial comme s'il s'agissait de l'épisode final de leur télé-réalité préférée. La moitié de la salle s'est soudainement montrée très intéressée par l'idée d'aller chercher un autre verre au bar, espérant probablement s'approcher assez pour entendre chaque détail croustillant. Mon oncle Dave s'est penché vers sa femme et lui a chuchoté quelque chose qui l'a fait pouffer de rire si fort qu'elle s'est presque étouffée avec son champagne. Je parie 10 balles qu'il dort sur le canapé ce soir, ai-je entendu quelqu'un marmonner à la table derrière nous, ce qui m'a honnêtement fait rire aux éclats parce qu'ils n'avaient aucune idée à quel point ils avaient tort. À ce stade, je n'avais pas du tout l'intention de rentrer chez moi avec Claire. Mon pote Marcus m'avait déjà offert sa chambre d'amis si les choses tournaient mal, et d'où j'étais assis, nous avions largement dépassé le stade de « tourner mal » pour entrer directement dans la 4e dimension. Le meilleur, c'était de regarder les amis de Claire essayer d'assimiler ce qui se passait. Ces mêmes femmes qui, quelques minutes plus tôt, s'extasiaient devant sa brillante stratégie de contrat de mariage, disant à quel point elle était intelligente et indépendante de protéger ses actifs. Maintenant, elles étaient assises là, la bouche ouverte, se demandant probablement comment leur gourou financier avait réussi à se piéger elle-même de manière aussi spectaculaire. Quelques-unes d'entre elles sortaient déjà leur téléphone, s'apprêtant sans doute à texter leurs autres amis à propos du désastre absolu dont elles étaient les témoins directs. Tara, l'une des demoiselles d'honneur de Claire, avait l'air tiraillée entre l'envie de réconforter son amie et celle de disparaître sous le parquet. Elle n'arrêtait pas de jeter des regards entre le visage dévasté de Claire et mon sourire triomphant, essayant probablement de savoir s'il y avait un moyen de sauver la situation ou si elle devait juste commencer à planifier le contrôle des dégâts pour le lendemain matin. Le photographe du mariage,
qui avait mitraillé de photos avec bonheur pendant le discours de Claire, avait discrètement baissé son appareil et s'éloignait à reculons de notre table, comme s'il battait en retraite sur une scène de crime. Homme intelligent. Il avait probablement compris que ce n'était pas le genre de souvenir que quiconque voudrait avoir dans son album de mariage. Même les serveurs avaient arrêté de faire semblant d'être occupés et écoutaient ouvertement notre conversation pendant qu'ils remplissaient les verres d'eau et débarrassaient les assiettes d'apéritifs. J'ai surpris l'un d'eux en train de me faire un petit pouce en l'air discret quand Grégory ne regardait pas, ce qui, honnêtement, a rendu ma soirée encore meilleure qu'elle ne l'était déjà. Vous savez ce qui est drôle avec les confrontations dramatiques dans les soirées chic ? Elles ne résolvent rien en réalité. Elles ne font que préparer le terrain pour les vrais feux d'artifice qui se produisent dans les jours qui suivent. Et laissez-moi vous dire, les conséquences de ma petite révélation financière ressemblaient à un feuilleton écrit par quelqu'un qui aurait pris beaucoup trop de caféine et qui aurait une vendetta personnelle contre les fins heureuses. La première chose qui s'est passée après notre fête de fiançailles tout droit sortie de l'enfer, c'est que j'ai commencé à recevoir des appels téléphoniques. Pas des appels du genre « Eh, super soirée, merci pour le spectacle », mais plutôt du genre « Mais c'est quoi ce bordel que tu viens de faire et comment on organise un sommet d'urgence pour réparer ça ?» La mère de Claire, Diane, faisait exploser mon téléphone comme si je devais de l'argent à la mafia, laissant des messages vocaux qui commençaient de manière douce et raisonnable pour devenir de plus en plus hystériques à chaque tentative. Mais voici ce qui a vraiment commencé à m'énerver. Ce n'est que lorsque Tara, l'une des demoiselles d'honneur de Claire et apparemment la seule personne de toute cette clique à avoir la moitié d'un neurone fonctionnel, a accidentellement craché le morceau que j'ai réalisé jusqu'où allait ce terrier de manipulation. Nous nous sommes croisés au Starbucks 2 jours après la fête, et elle avait l'air de ne pas avoir dormi depuis que tout avait explosé. Je me sens tellement mal par rapport à tout ça, a-t-elle dit, en tripotant son venti je ne sais quoi avec de la mousse supplémentaire et 17 doses de saveurs différentes. Je veux dire, je savais que Claire était stressée par la situation financière, mais je ne pensais pas qu'elle irait jusqu'au bout. Puis elle a fait une pause, a regardé autour d'elle comme si elle allait confesser un meurtre, et a lâché la bombe qui expliquait tout. Il s'avérait que Claire se vantait auprès de sa petite bande de copines depuis des semaines d'avoir trouvé la solution parfaite à ses problèmes de sécurité financière. Elle avait trouvé un moyen de m'amener à financer l'achat de la maison tout en gardant l'argent de sa famille bien à l'abri derrière la forteresse légale d'un contrat de mariage. Selon Tara, Claire avait même utilisé l'expression « banquier personnel en smoking » pour me décrire à ses amis. Ce qui aurait honnêtement dû me blesser, mais c'était tellement ridicule que j'ai juste commencé à rire. Le plan directeur, tel que Tara l'a expliqué, était d'une beauté simple dans sa cupidité pure et inaltérée. Claire devait me balancer le coup du contrat de mariage lors de la fête de fiançailles, sachant que je serais trop gêné pour faire un scandale devant tous les gens que nous connaissions. Ensuite, ses actifs étant légalement protégés, elle m'autoriserait gracieusement à financer notre investissement commun dans la maison, qui deviendrait par magie un bien commun, tandis que tout le reste resterait verrouillé dans sa forteresse financière personnelle. Elle n'arrêtait pas de dire à quel point elle était intelligente, a chuchoté Tara, scrutant le café comme si Claire allait se matérialiser à partir de rien pour entendre sa confession. Qu'elle obtenait le meilleur des deux mondes, la sécurité et une belle maison qu'elle n'aurait pas à payer. La fille avait l'air sincèrement malade en disant cela, réalisant probablement qu'elle avait été amie avec quelqu'un qui considérait les relations amoureuses comme des montages financiers élaborés. Eh bien, cette banque avait de mauvaises nouvelles pour sa future cliente. Le service des prêts était définitivement fermé. Sans mes 50 briques, la brillante stratégie d'achat immobilier de Claire avait à peu près autant de chances de succès qu'une théière en chocolat. Les vendeurs n'étaient pas exactement ravis de perdre la moitié de l'apport 2 semaines avant la signature, et l'agent immobilier commençait à parler de violation de contrat et de potentielles complications juridiques. Mais le summum du comique a été atteint lorsque Claire a essayé de réunir l'argent par ses propres moyens. Il s'est avéré que tout ce discours sur l'indépendance financière et la séparation des biens était beaucoup plus facile quand c'était quelqu'un d'autre qui payait l'addition. Sa première étape a été sa propre banque, où elle est entrée avec l'assurance de quelqu'un qui n'a jamais vraiment essayé d'obtenir un prêt immobilier tout seul. L'agent de crédit, une femme d'âge mûr nommée Suzanne qui avait probablement affaire à des chasseurs de maisons délirants tous les jours, a poliment écouté les explications de Claire sur son besoin de financer une maison à $600 000 avec son salaire annuel de $30 000 issu de son poste à temps partiel de consultante en marketing. Suzanne a hoché la tête pensivement, a posé des questions tout à fait raisonnables sur la vérification des revenus et le ratio d'endettement, puis a délivré le genre de retour à la réalité qui aurait mérité sa propre bande sonore. Eh bien,
Mademoiselle Thompson, a dit Suzanne avec la courtoisie professionnelle de quelqu'un dont le métier est de briser des rêves. Sur la base de votre profil financier actuel, nous pourrions potentiellement vous approuver pour un prêt d'environ 120 000 $, en supposant que vous ayez un excellent crédit et que vous puissiez fournir un apport de 20%. Elle a glissé une brochure intitulée « Ressources pour les primo-accédants » sur le bureau avec le genre de sourire que l'on donne aux enfants qui viennent de demander s'ils peuvent acheter un poney avec leur argent de poche. La deuxième tentative de Claire a impliqué ses parents, ce qui a conduit au genre de réunion de famille qui se termine généralement par la déshéritation de quelqu'un. Grégory et Diane, qui avaient tant soutenu l'indépendance financière de leur fille à la fête, ont soudainement développé un cas d'amnésie sélective quand il a été question de réellement faire des chèques. Apparemment, tout cet argent familial était bloqué dans des investissements et ne pouvait pas être liquidé sans d'importantes conséquences fiscales. Ce qu'ils voulaient vraiment dire, c'est qu'ils comptaient sur moi pour être le distributeur automatique personnel de leur fille, et maintenant que la machine était en panne, ils étaient à court de solutions. Grégory a même eu le culot de m'appeler directement, suggérant que nous pourrions peut-être trouver une sorte de compromis où j'avancerais l'argent maintenant et nous réglerions les détails juridiques plus tard. Je lui ai dit que je préférais investir mon argent dans des billets de loterie et des haricots magiques. Au moins, ça avait plus de chances de rapporter. Le meilleur dans tout ça, ça a été de surveiller la présence de Claire sur les réseaux sociaux pendant tout ce naufrage. Elle a fait silence radio pendant environ une semaine, ce qui, dans le temps d'une influenceuse Instagram, équivaut pratiquement à disparaître dans le cadre d'un programme de protection des témoins. Quand elle a enfin refait surface, c'était avec une série de publications vagues sur le fait d'apprendre qui sont ses vrais amis et de rester forte dans les moments difficiles, accompagnées de photos de citations inspirantes superposées à des couchers de soleil. Sa section de commentaires est devenue un champ de bataille entre les gens qui savaient ce qui s'était réellement passé et ses derniers partisans qui pensaient qu'elle traversait une sorte de crise personnelle mystérieuse. Mon échange préféré a été celui entre sa colocataire de fac, qui a écrit « Reste forte, ma belle. Tu mérites tellement mieux », et mon cousin Jerry, qui a répondu « Ouais, elle mérite quelqu'un d'assez stupide pour lui payer sa maison ». Le commentaire a obtenu 43 j'aime avant que Claire ne supprime la publication entière. Le lundi matin est arrivé comme il le fait toujours, beaucoup trop tôt et avec beaucoup trop d'attitude. J'étais assis dans mon bureau chez Peterson & Associates, une agence de marketing de taille moyenne au centre-ville, essayant de faire semblant de m'intéresser aux projections trimestrielles et au taux de fidélisation des clients. Tout en revivant secrètement le chef-d'œuvre absolu de chaos que j'avais orchestré à la fête de fiançailles de samedi soir. Mon café était encore chaud, mon ordinateur démarrait avec sa mauvaise humeur matinale habituelle, et je me sentais vraiment bien dans ma vie en général. Cette ambiance paisible du matin a duré exactement 37 minutes. J'étais plongé dans un fil de mai concernant l'obsession d'un client à vouloir changer son logo pour la 15e fois du mois, quand Jenny, de la réception, a appelé mon poste. Et, il y a, un monsieur ici pour te voir, a-t-elle dit, et je pouvais entendre l'incertitude dans sa voix, comme si elle n'était pas tout à fait sûre que le mot « monsieur » était approprié. Il dit qu'il est ton futur beau-père, Grégory Thompson. Il a l'air intense. Oh, ça allait être bon. J'ai dit à Jenny de le faire entrer, puis je me suis adossé à ma chaise et je me suis préparé pour ce que je savais être soit la conversation la plus divertissante, soit la plus embarrassante de ma semaine. Vu la façon dont Grégory avait géré les festivités de samedi soir, je pariais sur une combinaison des deux. L'homme qui est entré dans mon bureau avait l'air d'avoir vieilli d'environ 10 ans depuis la fête de fiançailles. Ses cheveux argentés habituellement parfaits étaient légèrement ébouriffés, son costume cher était froissé comme s'il avait dormi dedans, et il avait ce regard halluciné que les gens ont quand ils ont bu trop de café et n'ont pas assez dormi. Il n'a pas attendu qu'on l'invite, il s'est dirigé droit vers mon bureau et s'est planté dans la chaise en face de moi comme s'il s'installait pour une OPA hostile. « Il faut qu'on parle », a-t-il annoncé en se penchant en avant, les mains serrées si fort que ses jointures étaient blanches. « Tout de suite. De ce que tu as fait à ma fille et de ce que tu vas faire pour réparer ça. » J'ai pris une gorgée de mon café et lui ai fait mon sourire le plus professionnel, celui que je réserve habituellement aux clients sur le point de nous virer mais qui nous doivent encore de l'argent. Bonjour à vous aussi, Grégory. Comment la famille gère-t-elle tout ça? Tout le monde dort bien? C'était apparemment la pire chose à dire, car le visage de Grégory est passé de celui d'un père stressé à celui d'un taureau enragé en environ 2 secondes. Il a claqué sa main sur mon bureau si fort que mon mug a sursauté et que mon clavier a cliqueté comme s'il faisait une crise d'épilepsie. N'ose pas rester assis là à faire le malin avec moi, petite merde, a-t-il hurlé,
Assez fort pour que je sois à peu près sûr que tout l'étage l'ait entendu. Tu as embarrassé ma fille devant 200 personnes. Tu as ruiné leur plan d'investissement. Tu as fait passer toute notre famille pour des imbéciles. Sa voix montait en volume à chaque accusation, atteignant des niveaux qui auraient rendu fier un sergent instructeur. À ce moment-là, mes collègues commençaient à jeter des coups d'œil par-dessus les murs de leur box, tels des chiens de prairie sentant le danger. Sarah de la comptabilité le fixait ouvertement, la bouche grande ouverte, se demandant probablement si elle devait appeler la sécurité ou commencer à enregistrer pour son compte TikTok. Mike, du département design, avait abandonné toute prétention de travail et s'était adossé à sa chaise pour avoir une meilleure vue sur le spectacle. Grégory, ai-je dit calmement, continuant à siroter mon café comme si nous parlions de la météo. Le seul investissement que vous auriez dû faire, c'était d'enseigner les mathématiques de base à votre fille. Voyez-vous, quand quelqu'un dit « ce qui est à moi est à moi », ce qui est à toi, cela inclut généralement la partie où mon argent reste avec moi. C'est un concept assez simple. Vraiment. Cela n'a pas amélioré l'humeur de Grégory. Si quoi que ce soit, cela l'a mis encore plus en colère, ce que je ne pensais pas physiquement possible. Il s'est levé si vite que sa chaise a roulé en arrière pour taper contre le mur, et a commencé à faire les 100 pas dans mon bureau, comme un tigre en cage avec un diplôme de commerce et des problèmes de gestion de la colère. « Tu te crois tellement malin, n'est-ce pas » a-t-il grogné, se retournant pour pointer un doigt accusateur vers moi. « Tu crois que tu peux juste humilier ma famille et t'en aller comme si de rien n'était ? Eh bien, laisse-moi te dire quelque chose, mon pote. Tu viens de faire la plus grosse erreur de ta vie. On ne va pas te laisser t'en tirer comme ça. » M'en tirer de quoi exactement, ai-je demandé, sincèrement curieux de savoir quel crime il pensait que j'avais commis. De gérer mes propres finances ? De prendre des décisions sur mon propre argent ? De suivre les brillants conseils de votre fille sur le fait de tout garder séparé ? C'est là qu'il a vraiment perdu les pédales. Grégory a commencé à hurler sur la loyauté familiale, l'engagement et la responsabilité, balançant des expressions comme « obligation morale » et « abus de confiance », comme s'il était une sorte d'avocat des relations amoureuses présentant son cas à un jury de beaux-parents en colère. Il gesticulait follement avec ses mains, le visage de plus en plus rouge de minute en minute, et s'arrêtait parfois pour essuyer la sueur de son front avec un mouchoir qui avait probablement coûté plus cher que le budget course hebdomadaire de la plupart des gens. Toute cette scène était tellement exagérée que je me suis demandé si on ne me faisait pas une blague. Je veux dire, c'était bien ce même gars qui hochait la tête avec approbation quand sa fille avait annoncé son plan de contrat de mariage, non ? Le même gars qui parlait de protéger les actifs familiaux et d'être pragmatique avec l'argent. Maintenant, il était dans mon bureau en train de péter un câble parce que j'avais pris ses conseils un peu trop au pied de la lettre. À ce stade, nous avions attiré un véritable public. Jenny de la réception était revenue pour voir pourquoi on criait, et elle se tenait dans l'encadrement de ma porte, les yeux écarquillés comme si elle regardait un épisode ultra dramatique de son feuilleton préféré. Tom des RH rôdait dans les parages, essayant probablement de déterminer si cela constituait un incident sur le lieu de travail nécessitant un rapport officiel. Ma patronne, Patricia, a choisi ce moment précis pour passer devant mon bureau. C'est une femme pragmatique d'une 50aine d'années qui a vu passer toutes les formes de drames de bureau que vous pouvez imaginer, des liaisons sur le lieu de travail au scandale de détournement de fonds. En passant par cette fois où quelqu'un a amené son pan de soutien émotionnel au pique-nique de l'entreprise. Elle s'est arrêtée dans l'encadrement de ma porte, a observé la scène avec Grégory gesticulant follement pendant que j'étais assis calmement à boire mon café, et a haussé un sourcil parfaitement épilé. « Tout va bien, ici ?» a-t-elle demandé avec ce ton qui suggérait qu'elle était à 5 secondes d'appeler la sécurité pour faire escorter Grégory hors du bâtiment. « C'est juste une petite discussion amicale en famille », ai-je répondu joyeusement. Grégory ici présent m'expliquait juste quelques théories intéressantes sur la responsabilité financière et les obligations morales. C'est très instructif. Grégory a fait volte-face vers Patricia, pensant probablement avoir trouvé quelqu'un qui prendrait son parti dans tout ce bazar. Cet homme, a-t-il déclaré théâtralement, a détruit l'avenir de ma fille. Il a ruiné tout ce pour quoi nous avions travaillé. Il a quoi, a interrompu Patricia, et sa voix avait ce ton glacial qui donne des sueurs froides aux jeunes associés. Il gère son propre argent ? Il prend ses propres décisions financières ? Parce que d'où je suis, ça ressemble exactement à ce qu'un adulte responsable devrait faire. Cela a cloué le bec de Grégory plus vite qu'une panne de courant dans un bar karaoké.
Le mardi matin a amené un nouveau joueur dans cette partie d'échecs financiers absolument ridicule qu'était devenue ma vie. J'étais assis dans mon café préféré du centre-ville. Vous savez. Un de ces endroits branchés où on vous facture 8 $ pour un latte et où les baristas ont tous l'air de passer une audition pour un film indépendant sur les difficultés de l'existence de la génération Y. C'est alors que Tara s'est glissée sur le siège en face de moi comme si elle menait une opération secrète de la CIA. La pauvre Tara avait l'air d'avoir été choisie pour la pire mission diplomatique au monde. Son maquillage habituellement parfait était un peu coulé, ses cheveux n'étaient pas aussi rebondis que d'habitude, et elle avait cette expression de cerf aveuglé par les phares que prennent les gens lorsqu'ils se sont portés volontaires pour un truc qu'ils regrettent immédiatement. Elle serrait son macchiato au lait d'avoine, vanille et mousse supplémentaire comme s'il s'agissait d'un doudou, et elle n'arrêtait pas de jeter des regards autour du café comme si elle s'attendait à ce que Claire déboule par la porte à tout moment. Alors, a-t-elle commencé nerveusement, remuant sa boisson pour la 15e fois alors qu'elle était déjà parfaitement mélangée. Claire voulait que je te parle, tu sais, de femme à femme. Enfin, de femme à homme. Tu vois ce que je veux dire. Elle bafouillait, ce qui n'est jamais bon signe dans une négociation. Quand quelqu'un commence une conversation en expliquant qu'il ne sait pas ce qu'il veut dire, vous pouvez presque garantir que ce qui va suivre vaudra son pesant d'or. Je me suis adossé à ma chaise et je lui ai fait mon sourire le plus encourageant, le genre qu'on utilise quand on veut que quelqu'un se sente assez à l'aise pour dire une connerie monumentale. Je suis tout oui, Tara. Qu'est-ce que Claire a en tête ces jours-ci? Mis à part l'évidente crise financière et l'humiliation publique, je veux dire. Tara a grimacé comme si je venais de lui rappeler que le Père Noël n'existait pas. Elle se sent vraiment mal par rapport à la façon dont tout s'est passé à la fête, a-t-elle dit, ce qui était déjà un début fascinant, parce que se sentir mal de s'être fait prendre est très différent de se sentir mal pour ce qu'on a réellement fait. Elle sait que les choses se sont un peu envenimées, et elle veut trouver un moyen d'arranger ça, tu sais, comme des adultes. Des adultes, ai-je répété en sirotant mon café. C'est vrai, parce qu'annoncer un contrat de mariage à sa propre fête de fiançailles puis s'attendre à ce que son fiancé finance ses rêves immobiliers, c'est définitivement comme ça que les adultes gèrent leurs relations. Elle est prête à faire des compromis, s'est empressée de dire Tara, comme on arrache un pansement. Elle y a beaucoup réfléchi, et elle réalise que peut-être qu'elle a été un peu forte avec toute cette histoire de séparation. Elle veut trouver un terrain d'entente qui vous convienne à tous les deux. Là, ça devenait intéressant. Je m'étais demandé combien de temps il faudrait à Claire pour réaliser que sa brillante stratégie d'indépendance financière avait une petite faille. Elle exigeait qu'elle soit réellement indépendante financièrement. Il s'avérait que la réponse était d'environ 4 jours, ce qui, honnêtement, était plus long que ce à quoi je m'attendais. Si on ne pouvait lui reconnaître qu'une qualité, c'était d'être optimiste quant à sa capacité à plier la réalité à sa volonté. J'écoute, ai-je dit, parce que quand quelqu'un est sur le point de vous offrir un marché garanti pour être insultant, autant le laisser creuser sa propre tombe bien en profondeur. Tara a pris une grande inspiration, comme si elle allait prononcer un discours aux Nations Unies. Ok, alors voilà ce qu'elle pense. Elle croit toujours que le contrat de mariage est important pour votre avenir à tous les deux, tu sais, pour protéger les intérêts de chacun et s'assurer que les choses restent équitables. Mais elle reconnaît aussi que vous formez une équipe. Et que les équipes doivent travailler ensemble sur les gros investissements, comme une maison. J'ai hoché la tête d'un air pensif, comme si cela avait du sens au lieu de ressembler à quelqu'un essayant d'expliquer pourquoi l'eau coule vers le haut. Continue. Donc elle est prête à partager certaines choses. Tara a poursuivi, prenant de l'assurance au fur et à mesure qu'elle avançait dans son argumentaire. Par exemple, elle serait heureuse de te mettre sur son compte Netflix, et elle a Spotify Premium, donc tu pourrais partager ça aussi. Et elle pense à passer à l'abonnement Hulu sans pub, qu'elle serait totalement prête à partager avec toi. Je suis resté assis là un instant, attendant le reste de l'offre. Lorsqu'il est devenu clair que Tara avait bel et bien terminé, j'ai dû poser la question, je suis désolé, est-ce que tu viens de m'offrir des privilèges sur des services de streaming en échange de 50 000 $? Le visage de Tara est devenu rouge vif. Eh bien, quand tu le présentes comme ça a l'air complètement dingue. Je propose ça pour aider, ai-je suggéré. Elle est aussi prête à te laisser choisir le restaurant pour les soirées en amoureux, a ajouté Tara avec désespoir, comme si c'était la cerise sur le gâteau qui allait sceller l'accord. Et elle serait ouverte à l'idée d'alterner pour payer l'essence quand vous partirez en voyage ensemble. J'ai éclaté de rire. Pas un petit rire poli ou un sourire diplomatique, mais un vrai grand rire sonore qui a fait se retourner les autres clients du café.
Quelques étudiants à la table voisine ont arrêté de faire semblant d'étudier pour nous écouter ouvertement. Se demandant probablement s'il assistait à une sorte de performance artistique sur les relations modernes. Laisse-moi m'assurer d'avoir bien compris, ai-je dit, en essuyant les larmes de mes yeux. Claire veut que je mette 50 000 $ dans une maison dont elle possédera la moitié, tout en gardant tout son argent bien à l'abri derrière un contrat de mariage. Et en échange de cette généreuse opportunité de financer son portefeuille immobilier, elle m'offre quoi? Un accès à son compte Disney+. Ce n'est pas Disney+, c'est Hulu, a corrigé faiblement Tara, comme si c'était une distinction importante dans le contexte d'une transaction à 50 000 $. Oh, autant pour moi. Hulu. Ça change tout. J'ai sorti mon téléphone et fait semblant de faire des calculs rapides. Voyons voir. Hulu sans pub, c'est quoi? 12 $ par mois? Donc, sur le cours d'une relation de 30 ans, ça fait. Je retiens. Environ 4 000 $ en valeur de streaming. Quelle affaire! Je paierai seulement environ 12 fois et demi le prix du marché pour une télévision sans publicité. Tara avait l'air de vouloir disparaître dans son macchiato au lait d'avoine. Elle est aussi très douée pour choisir les films, a-t-elle proposé pathétiquement. J'en suis sûr, ai-je dit, souriant toujours. Dis-moi, est-ce que Claire pensait vraiment que c'était une offre raisonnable? Ou bien t'a-t-elle envoyé ici comme une sorte d'expérience sociale pour voir à quel point je pouvais être insulté avant que ma tête n'explose? Elle pense vraiment que vous pouvez arranger ça, a marmonné Tara sans croiser mon regard. Elle dit qu'elle t'aime et qu'elle veut construire un avenir ensemble. Un avenir où je paie pour tout et dont elle possède la moitié, pendant qu'elle garde son argent enfermé comme à Fort Knox, ai-je clarifié. Mais, au moins, je pourrais regarder The Handmaid's Tale sans coupure pub. Quel gars ne voudrait pas d'un deal comme ça? Le pauvre barista derrière le comptoir, un gamin avec un chignon sur la tête et des écarteurs aux oreilles qui avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs, avait essayé de ne pas écouter notre conversation, mais il échouait manifestement de façon lamentable. Quand nos regards se sont croisés, il m'a fait un petit pouce en l'air discret et a articulé en silence, « Fuis, mec, fuis ». Le mercredi matin a apporté le genre de divertissement qu'on ne peut obtenir sur la télévision par câble ou dans une série originale Netflix. Je me suis réveillé avec environ 17 textos de divers amis et membres de la famille, qui disaient tous la même chose, « Mec, il faut que tu vois ce que Claire a posté sur Instagram. » Rien ne vous fait sortir du lit plus vite que la promesse d'assister au suicide d'une personne sur les réseaux sociaux en temps réel. J'ai attrapé mon téléphone et un café, je me suis installé dans mon fauteuil préféré, et je me suis préparé pour ce que je savais être soit la chose la plus pathétique, soit la plus hilarante que je verrais de la semaine. Claire avait fait silence radio sur les réseaux sociaux depuis le désastre de la fête de fiançailles, ce qui, en tant d'influenceuse, équivaut pratiquement à entrer dans le programme de protection des témoins. Quand quelqu'un qui poste normalement 12 fois par jour sur ses smoothies verts et ses poses de yoga disparaît soudainement, vous savez qu'elle est soit morte, soit en cure de désintoxication, soit en train de planifier un truc spectaculairement stupide. Il s'avérait que c'était l'option numéro 3. Le post était un chef-d'œuvre de victimisation et de manipulation, avec l'une de ses photos soigneusement mise en scène où elle avait l'air à la fois vulnérable et courageuse. Vous voyez le genre, des cheveux faussement négligés qui ont pris 2 heures à perfectionner, un maquillage, naturel, qui a en réalité nécessité plus de produits que son look glamour habituel. Et ce regard mélancolique vers l'horizon qui suggérait de profondes pensées et une grande force intérieure. La légende valait son pesant d'or, dégoulinante de ce genre d'indignation vertueuse dont seul quelqu'un pris en flagrant délit est capable de faire preuve. Parfois, la vie nous donne de dures leçons sur les personnes en qui nous avons le plus confiance, avait-elle écrit. Parce qu'apparemment, la subtilité ne faisait plus partie de son vocabulaire. Quelqu'un avait même créé un montage de comparaison côte à côte entre ses publications de « Femme forte et indépendante » et ses plaintes sur le fait qu'elle n'avait pas accès à mon argent. Un commentateur particulièrement impitoyable a écrit « Imagine annoncer que tu veux que tout soit séparé, puis faire une crise de nerfs quand ton partenaire sépare effectivement les choses. » L'audace est astronomique. Celui-là a obtenu plus de 100 j'aime dans la première heure. La partie vraiment magnifique a été d'observer Claire essayer de se défendre dans les commentaires. Elle n'arrêtait pas de répondre des choses comme « Vous ne comprenez pas toute la situation, il s'agit de partenariat, pas d'argent. » Mais chaque réponse la rendait encore plus désespérée et délirante. C'était comme regarder quelqu'un essayer d'éteindre un feu avec de l'essence. Mon cousin Jerry, béni soit son âme complètement sans filtre,
avait trouvé la publication et laissé un commentaire qui m'a fait rire si fort que j'ai craché du café par le nez. Traduction, je voulais son argent. Mais pas son avis. Comment ose-t-il avoir des limites et de l'amour-propre? Ne sait-il pas que j'ai droit à son portefeuille parce que je suis jolie? La publication était partagée et capturée plus vite que des potins à une réunion d'anciens élèves du lycée. Je regardais le nombre de j'aime chuter de façon constante à mesure que de plus en plus de gens le voyaient et réalisaient ce qu'ils étaient réellement en train de lire. Claire se faisait griller plus fort qu'un marshmallow lors d'un feu de camp de scout, et elle semblait sincèrement surprise que les gens ne gobent pas son récit de victime. Environ 2 heures après la mise en ligne du post initial, Claire a commencé à limiter la casse. Elle a publié un autre message essayant de clarifier sa position, mais ça a juste empiré les choses. Je n'ai jamais dit que je voulais son argent, a-t-elle écrit, ce qui a été immédiatement contredit par des personnes postant des captures d'écran des textos envoyés à ses amis où elle m'appelait littéralement son distributeur automatique personnel. Ensuite, il y a eu les stories Instagram, une série de vidéos de plus en plus frénétiques où elle essayait d'expliquer sa version de l'histoire. Chacune était plus désespérée que la précédente, Claire devenant plus émotive et moins cohérente au fur et à mesure. Elle n'arrêtait pas de parler de mauvaise communication et de malentendus, mais on ne peut pas vraiment mal comprendre quelqu'un qui annonce un contrat de mariage tout en s'attendant à ce qu'on lui achète une maison. Le coup de grâce est venu lorsqu'une de ses propres amies, je crois que c'était Jessica, de son cours de yoga, a laissé un commentaire qui a pratiquement détruit ce qu'il restait de la crédibilité de Claire. Meuf, tu nous as littéralement dit que tu avais trouvé le moyen parfait de lui faire payer la maison tout en gardant ton argent protégé. On t'a tout entendu le dire, à plusieurs reprises. Ce commentaire a été supprimé en quelques minutes, mais Internet n'oublie jamais, et les gens l'avaient déjà pris en capture d'écran. Le mal était fait. À midi, Claire avait entièrement supprimé le post original, mais il était beaucoup trop tard. Des captures d'écran circulaient sur Twitter, TikTok, et probablement dans toutes les conversations de groupe de la grande région de Chicago. Quelqu'un en avait même fait un mème avec la légende, quand tu veux l'égalité, mais seulement l'égalité rentable. Ma mère, qui suivait toute la saga avec l'enthousiasme de quelqu'un regardant son feuilleton préféré, m'a appelé vers l'heure du déjeuner. Elle riait si fort qu'elle pouvait à peine parler. Fils, a-t-elle dit entre deux crises de rire, j'ai été juge aux affaires familiales pendant 25 ans, et je n'ai jamais vu quelqu'un détruire son propre dossier d'une manière aussi approfondie. C'est comme si elle avait écrit des aveux et les avait affichés sur un panneau publicitaire. Le jeudi est arrivé comme la grande finale d'une émission de télé-réalité vraiment tordue, et les parents de Claire ont décidé qu'il était temps de sortir les grands moyens. Je parle du mode présentation d'entreprise intégrale, avec des diapositives PowerPoint et ce que je ne peux supposer être qu'une stratégie empruntée à un manuel d'école de commerce sur les OPA hostiles. Apparemment, ils avaient passé les derniers jours à élaborer ce qu'ils croyaient probablement être une offre que je ne pourrais pas refuser, et ils étaient prêts à la présenter avec toute l'assurance de personnes à qui on n'a jamais réellement dit « non » de leur vie. La réunion s'est déroulée dans un restaurant huppé du centre-ville. Le genre d'endroit où l'on vous facture $30 pour un morceau de poisson de la taille d'une carte de crédit, et où les serveurs font comme s'ils vous faisaient une faveur personnelle en vous apportant de l'eau. Grégory et Diane avaient réquisitionné une salle à manger privée, avec un projecteur installé qui faisait ressembler le tout à une réunion de conseil d'administration entre des gens qui auraient regardé trop d'épisodes de Qui veut être mon associé? Shark Tank. Je suis arrivé élégamment en retard, en partie parce que je voulais les faire transpirer, et en partie parce que j'étais sincèrement curieux de savoir quel genre de folie ils avaient concocté. Claire était déjà là, ayant l'air de vouloir être littéralement n'importe où ailleurs, tripotant ses bijoux et évitant le contact visuel comme un adolescent qui s'est fait surprendre à faire le mur. Merci d'être venu, a dit Grégory avec l'enthousiasme forcé d'un vendeur de voitures d'occasion essayant d'écouler ses stocks avant la fin du mois. Nous apprécions vraiment que vous preniez le temps de nous écouter. Il a désigné un ordinateur portable connecté à un petit projecteur. Et je ne plaisante pas, la première diapositive disait « Construire un avenir ensemble, une proposition de partenariat stratégique ». Une proposition de partenariat stratégique pour une relation entre deux personnes prétendument amoureuses. Diane a pris le relais pour la diapositive 2, intitulée « Cadre financier gagnant-gagnant ». Elle s'est lancée dans un grand laïus sur la façon dont ils avaient analysé nos contributions respectives et élaboré un modèle de distribution juste et équitable qui maximiserait la valeur pour toutes les parties prenantes. J'avais l'impression d'être dans une réunion d'affaires concernant la fusion de deux entreprises, sauf que l'une des entreprises était apparemment mon portefeuille, et l'autre était les ambitions immobilières de leur fille.
La troisième diapositive est l'endroit où les choses sont devenues vraiment intéressantes. C'était un graphique circulaire, un vrai graphique circulaire, montrant la structure de propriété proposée pour notre future maison. Selon leur brillante analyse mathématique, je contribuerai à hauteur de 62% à l'apport, aux frais de notaire et aux mensualités du prêt, tandis que Claire y contribuerait à hauteur de 38%. En retour, nous posséderions chacun exactement 50% du bien immobilier. Maintenant, je sais ce que vous pensez, a dit Grégory, ne sachant clairement pas du tout ce que je pensais. Mais ce n'est pas aussi déséquilibré que ça en a l'air. Claire apporte une valeur non monétaire significative au partenariat. Il a cliqué sur la diapositive suivante, qui listait des choses comme l'expertise en design d'intérieur, les compétences en gestion de propriété, et elle, amélioration du style de vie. J'ai dû me mordre la langue pour ne pas rire aux éclats. Amélioration du style de vie? Cette femme avait un jour essayé de réchauffer une salade au micro-ondes parce qu'elle pensait que ça rendrait les légumes plus nutritifs. Son idée de la gestion de propriété se résumait à m'appeler dès qu'une ampoule grillait. Mais il n'avait pas fini. Oh non, ils avaient des diapositives en réserve. Diane a affiché un tableau de comparaison montrant les tarifs du marché pour les services de décoration d'intérieur, le personal shopping et la gestion de maison, attribuant des valeurs en dollars aux activités que Claire effectuerait théoriquement dans le cadre de notre partenariat. Selon leurs calculs, ces contributions valaient environ 28 000 $ par an, ce qui justifiait d'une manière ou d'une autre l'arrangement financier complètement déséquilibré qu'ils proposaient. La beauté de ce modèle, a expliqué Grégory avec l'assurance de quelqu'un qui s'est convaincu que 2 + 2 = 5, c'est qu'il reconnaît à la fois les contributions financières et non financières tout en maintenant la protection des actifs séparés à laquelle Claire tient tant. C'est là que j'ai fini par prendre la parole. Laissez-moi voir si j'ai bien compris, ai-je dit, m'adossant à ma chaise et leur lançant ma meilleure expression de vous vous foutez de moi. Vous voulez que je paie 62% de tout ce qui est lié à la maison, mais que je n'en possède que 50%. Et en échange de cette généreuse opportunité de surpayer de l'immobilier, Claire choisira occasionnellement des coussins et se souviendra d'arroser les plantes. Claire a fini par lever les yeux de son assiette. Tu fais délibérément l'obtus, a-t-elle dit, ce qui était très fort venant de quelqu'un dont les compétences mathématiques plafonnaient apparemment au calcul des taux d'engagement sur Instagram. Il s'agit de reconnaître différents types de valeurs dans une relation. Tu as raison, ai-je répondu avec entrain. Il s'agit de reconnaître la valeur. Par exemple, je valorise le fait de ne pas être traité comme une carte de crédit humaine qui a un pouls. Je valorise les arrangements financiers qui ont du sens dans le monde réel, pas dans la dimension parallèle où vous vivez tous les trois. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception du doux bourdonnement du projecteur, qui surchauffait probablement en raison de l'absolue stupidité qu'il était forcé d'afficher. Grégory et Diane ont échangé des regards, comme s'ils essayaient de comprendre télépathiquement où leur brillante présentation avait dérapé. C'est à ce moment que Claire a décidé d'opter pour l'angle de la manipulation émotionnelle. Tu m'as embarrassé, a-t-elle soudainement explosé, assez fort pour que je sois à peu près sûr que les autres convives l'entendaient à travers les murs soi-disant insonorisés. Tu m'as humilié devant tout le monde qui compte pour moi. Tu m'as fait passer pour une idiote. J'ai posé mon verre d'eau et je l'ai regardé avec une expression que j'espérais parfaitement calme. Non, Claire. Je ne t'ai pas embarrassé. Tu t'es embarrassée toute seule quand tu as décidé de me traiter comme un distributeur de billets avec un nœud papillon. Tu t'es humiliée toute seule quand tu as annoncé un contrat de mariage à notre fête de fiançailles tout en t'attendant à ce que je finance tes rêves immobiliers. Tu t'es fait passer pour une idiote quand tu as cru que je serais assez bête pour tomber dans cette mascarade. Le silence qui a suivi était si total qu'on aurait pu entendre une mouche voler dans le comté voisin. Diane a commencé à faire ces petits bruits de halètement que font les femmes riches quand elles n'obtiennent pas ce qu'elles veulent, et Grégory avait l'air de calculer si le fait d'écoper de poursuites pour agression valait la satisfaction de me jeter son petit pain au visage. Mais le vrai drame ne faisait que commencer, car c'est à ce moment-là que la question de la bague de fiançailles est finalement arrivée sur le tapis. Claire avait ostensiblement cessé de la porter depuis la fête de fiançailles, et quand je lui avais posé la question, elle avait pris ce regard fuyant qui m'avait immédiatement mis en état d'alerte maximale. Je pense que nous devrions la rendre, avait-elle dit, fuyant mon regard. Étant donné les circonstances, il ne me semble pas approprié de la garder. Ce qui aurait été raisonnable, sauf que lorsqu'elle a finalement produit la bague 2 jours plus tard, quelque chose clochait énormément. Voyez-vous, je ne suis pas le genre de type qui remarque normalement les détails concernant les bijoux,
mais quand on dépense 3 mois de salaire dans quelque chose, on a tendance à se souvenir de ce à quoi ça ressemble. Et le caillou qui reposait dans cette petite boîte en velours avait l'air aussi vrai que l'engagement de Claire envers l'égalité financière. Le diamant était faux. Pas un peu faux. Pas peut-être que la lumière l'éclaire différemment faux, mais de manière complètement évidente, ça vient d'un distributeur de jouets du centre commercial faux. La pierre de taille brillante que j'avais soigneusement sélectionnée avait été remplacée par ce qui ressemblait à un bout de verre que quelqu'un aurait trouvé sur un parking. Laissez-moi vous dire un truc sur les gens qui se croient plus intelligents que tout le monde, ils finissent généralement par être leur propre pire ennemi. La petite combine d'échange de diamants de Claire était à peu près aussi subtile qu'une alarme incendie dans une bibliothèque et environ 2 fois plus évidente pour quiconque avait un demi-cerveau fonctionnel. Quand je l'ai confrontée au sujet du faux caillou qu'elle essayait de faire passer pour mon investissement de 3 mois de salaire, elle est passée par les 5 stades du deuil en 30 secondes environ, pour atterrir quelque part entre le déni et le marchandage. Je ne sais pas de quoi tu parles, a-t-elle dit, ce qui aurait été plus convaincant si elle ne suait pas à grosses gouttes et n'évitait pas le contact visuel comme un gosse pris la main dans le pot de confiture. C'est la même bague que tu m'as donnée. Peut-être que tu t'en souviens mal. Mauvais choix, ma chérie. Voyez-vous, contrairement à certaines personnes, je garde réellement les reçus pour les gros achats. Quand vous achetez quelque chose qui coûte plus cher que la voiture de la plupart des gens, vous avez tendance à obtenir la documentation appropriée. J'ai sorti l'expertise originale du bijoutier, avec des photos détaillées et les spécifications de la pierre, et j'ai regardé le visage de Claire passer par plus de changements de couleur qu'un caméléon en pleine crise d'identité. Ceci indique un carat, une clarté versus un, et une couleur de grade, ai-je dit en brandissant les papiers comme si je présentais une preuve au tribunal. Ce que tu viens de me tendre ressemble à quelque chose que tu trouverais dans une pochette surprise. Donc, à moins que mon diamant ne se soit transformé par magie en un bijou fantaisie pendant la nuit, quelqu'un va devoir s'expliquer. C'est là que sa formation d'avocate a fini par prendre le dessus, et elle a commencé à rétropédaler plus vite qu'un monocycliste dans une descente. Il s'avérait qu'elle avait fait nettoyer la pierre dans une bijouterie douteuse qui avait apparemment mélangé les pierres. Ou peut-être y avait-il eu un cambriolage. Ou peut-être que le bijoutier d'origine avait fait une erreur. Ou n'importe laquelle d'environ 17 excuses différentes qui se résumaient toutes à « ce n'était absolument pas de ma faute, et tu ne peux rien prouver ». Mais voici le problème quand on essaie d'arnaquer quelqu'un qui vous a déjà pris la main dans le sac, c'est comme essayer de convaincre un flic que vous ne faisiez pas d'excès de vitesse alors que votre voiture est enroulée autour d'un poteau téléphonique. J'ai appelé mon avocate, une femme tirée à 4 épingles nommée Rebecca, spécialisée dans l'art de faire disparaître les problèmes plus vite que des pizzas gratuites dans un dortoir universitaire, et j'ai expliqué la situation. Plainte pour vol, a-t-elle dit sans hésiter. Peu importe qu'elle ait été fiancée à vous ou non. Vous lui avez donné un article spécifique à porter, pas à mettre au mont-de-piété. C'est un cas classique de détournement de biens. Et si elle ne rend pas la vraie bague dans les 48 heures, nous déposons plainte auprès du procureur de district. La magie a opéré plus vite qu'un tour de David Copperfield. Moins de 6 heures après l'appel téléphonique de Rebecca, les parents de Claire faisaient exploser mon téléphone comme des télévendeurs à l'heure du dîner. Soudainement, la bague avait été retrouvée. Apparemment, elle était dans une autre bijouterie pour une vérification du certissage de sécurité, et il y avait eu une sorte de malentendu sur quelle bague était acquis. C'est marrant de voir à quel point ces malentendus semblent toujours se résoudre d'eux-mêmes dès que l'on commence à mentionner des accusations criminelles. Mais Claire n'était pas prête à abandonner ses rêves d'achat immobilier simplement parce que la réalité ne cessait de se mettre en travers de son chemin. Vendredi après-midi, elle a débarqué à ma résidence avec ses parents et un agent immobilier à la remorque, portant une pile d'annonces immobilières comme si elle pensait que c'était une sorte d'émission de rénovation à la télé où la persévérance et le délire finissent par payer. J'étais sur mon balcon, en train de savourer une bière et de regarder le coucher de soleil, quand j'ai repéré la petite force d'invasion qui marchait sur le parking. Claire gesticulait frénétiquement en direction de l'agent, lui expliquant probablement que ce n'était qu'un énorme malentendu et que je serais très certainement intéressé par la visite de nouvelles maisons une fois que j'aurais retrouvé mes esprits. « Bonjour, futur propriétaire », m'a crié l'agent d'en bas, avec le genre d'enthousiasme agressif que les agents immobiliers utilisent quand ils flairent une commission. « Votre charmante fiancée m'a dit que vous cherchiez une propriété dans le quartier de Lincoln Park. J'ai de fantastiques options qui viennent tout juste d'arriver sur le marché. C'est là que j'ai décidé de m'amuser un peu. »« Oh, nous ne sommes plus fiancés », ai-je crié joyeusement en retour. Il s'est avéré qu'elle voulait un partenaire commercial, pas un mari.
Et comme ce n'est pas mon métier de financer le portefeuille immobilier des autres, nous avons décidé de nous séparer. Mais merci d'être passé. Le sourire de l'agent a vacillé comme une voiture en panne d'essence, et elle a commencé à reculer loin de Claire comme si elle venait de découvrir qu'elle était contagieuse. Rien ne tue plus vite l'enthousiasme d'un agent immobilier que de réaliser que son client a exactement zéro pouvoir d'achat et encore moins de crédibilité. Mais Claire, béni soit son cœur obstinément délirant, a décidé que c'était le moment idéal pour s'enfoncer encore plus dans la stupidité. Elle a marché droit vers l'entrée principale de mon immeuble et a commencé à sonner à d'autres appartements, essayant de convaincre quelqu'un de la laisser entrer pour qu'elle puisse monter et continuer cette conversation en personne. C'est là que j'ai appelé la sécurité de l'immeuble, parce qu'à ce stade, nous étions passés d'une rupture gênante à une situation potentielle de harcèlement. Le vigile, un gars pragmatique nommé Marcus qui avait son lot de drames domestiques à gérer, est arrivé plus vite qu'une livraison de pizza le soir du Super Bowl. « Madame, habitez-vous dans cet immeuble ?» a-t-il demandé à Claire avec ce genre de courtoisie professionnelle que les agents de sécurité utilisent juste avant d'appeler la police. « Je viens voir mon fiancé », a-t-elle répondu, ce qui était techniquement vrai si l'on considère le fait de débarquer à l'improviste avec un agent immobilier, après avoir commis un petit vol, comme une visite sociale normale. « Et votre fiancé veut-il que vous soyez là ?» a demandé Marcus en jetant un coup d'œil vers moi, sur le balcon. « Absolument pas », ai-je crié en réponse. « En fait, je préférerais qu'elle reste à environ 80 km d'ici, minimum. » C'est ainsi que Claire, ses parents, et leurs malheureux agents immobiliers se sont vus signifier des interdictions de propriété privée plus vite qu'on ne peut dire, baisse de la valeur immobilière. Les voisins qui s'étaient rassemblés sur leur balcon pour regarder le spectacle ont commencé à applaudir comme s'ils venaient d'assister à la scène finale d'un film vraiment satisfaisant. Madame Henderson de l'appartement 3B a crié d'en bas, meilleur que n'importe quoi sur Netflix. Ce qui a honnêtement refait toute ma semaine. Mais l'univers n'en avait pas encore fini avec la distribution de justice. Oh non. Le karma ne faisait que s'échauffer pour l'événement principal. Rappelez-vous ces 30 000 $ que les parents de Claire lui avaient donnés pour l'apport de la maison. L'argent qui était censé être sa contribution à notre investissement commun. Eh bien, il s'avère que lorsque des parents donnent d'importantes sommes d'argent à leurs enfants adultes, le fisc, l'IRS, a des opinions très précises sur la façon dont cela doit être géré. Voyez-vous, il y a cette chose appelée l'impôt sur les donations que les gens riches connaissent généralement. Sauf qu'apparemment, Grégory et Diane étaient trop occupés à planifier l'indépendance financière de Claire pour consulter leur comptable. Lorsque vous donnez à quelqu'un plus que la limite d'exonération annuelle, qui dans ce cas était d'environ 15 000 $, vous êtes censé remplir des formulaires et payer des impôts. Ils n'avaient fait ni l'un ni l'autre. Donc, lorsque Claire a essayé de déposer ses 30 000 sur son compte personnel, la banque l'a signalé comme une transaction en espèces importante et l'a rapporté à l'IRS, comme les banques sont tenues de le faire. Et quand les agents du fisc ont regardé les dossiers financiers de Claire et ont vu un dépôt de 30 000 $ qui n'était pas déclaré comme revenu ni correctement documenté comme un don, ils ont décidé d'avoir une petite discussion avec elle au sujet de ses obligations fiscales. Impôt sur les dons, impôt sur le revenu, pénalités et intérêts. Les 30 000 que ses parents lui avaient donnés sont soudainement devenus un problème à 40 000 $ qui faisait passer mon retrait de l'argent de la maison pour de la petite monnaie. Vous savez ce qui est drôle quand on regarde le monde entier de quelqu'un s'effondrer ? C'est comme regarder un accident de train au ralenti, où le conducteur continue de faire les mêmes erreurs encore et encore. Sauf que le conducteur porte une robe de créateur et possède un fonds de placement. La réponse de Claire à ses problèmes financiers et juridiques croissants a été de s'entêter davantage et de faire comme si, en ignorant suffisamment fort la réalité, elle finirait par se plier à sa volonté. La situation avec le lieu du mariage était de l'or pur. Nous avions réservé le Palmer House au centre-ville pour ce qui était censé être le mariage de nos rêves. Vous savez, le genre de célébration démesurée qui coûte plus cher que le salaire annuel de la plupart des gens et qui nécessite un coordinateur à temps plein juste pour gérer les arrangements floraux. Claire avait passé des mois à planifier chaque détail, du linge de table sur mesure au menu dégustation à cette plat nécessitant de prendre en compte 3 allergies alimentaires distinctes. Quand j'ai appelé pour annuler notre réservation, la coordinatrice de mariage, une femme suprêmement professionnelle nommée Sandra qui avait probablement eu affaire à son lot de désastres sentimentaux, s'est montrée très compréhensive sur toute la situation. Ce sont des choses qui arrivent, a-t-elle dit diplomatiquement. Nous allons traiter l'annulation et vous rembourser les arts qui sont remboursables selon votre contrat. Mais Claire avait d'autres idées. Apparemment, elle avait décidé que le mariage aurait toujours lieu, avec ou sans moi,
et qu'elle allait trouver un moyen de le faire fonctionner. Peut-être pensait-elle que j'allais céder sous la pression, ou peut-être prévoyait-elle d'embaucher un marié remplaçant sur Craigslist. Quoi qu'il en soit, elle a refusé de signer les papiers d'annulation. Je me suis donc retrouvé à recevoir des appels de Sandra me demandant de clarifier si nous annulions réellement ou non, pendant que Claire appelait apparemment le même bureau en insistant sur le fait que tout cela n'était qu'un malentendu temporaire qui serait bientôt résolu. C'est là que Claire a fait son mouvement stratégique suivant. Elle m'a envoyé une facture. Pas une demande, pas une suggestion, mais une véritable facture pour la moitié de la compte du lieu de mariage, détaillée et tout. Comme si j'étais une sorte de prestataire qui lui devait de l'argent pour des services rendus. Responsabilité financière partagée pour les dépenses de mariage, disait la facture, comme discuté lors de nos négociations de contrat de mariage. Ce qui était hilarant, étant donné que nous n'avions jamais réellement signé de contrat de mariage. Et la seule raison pour laquelle nous étions dans ce pétrin était parce que j'avais refusé de financer ses rêves immobiliers pendant qu'elle gardait son argent verrouillé dans son Fort Knox personnel. Je lui ai transféré les captures d'écran de ses propres textos. Ceux où elle avait expliqué sa brillante philosophie du « ce qui est à moi, ce qui est à toi, accompagné d'un petit mot qui disait « conformément à votre propre politique déclarée concernant la séparation financière. Veuillez considérer vos dépenses de mariage comme étant entièrement les vôtres. Merci d'avoir joué. » Le lieu de réception a fini par annuler la réservation quand Claire a été incapable de produire soit ma signature sur le formulaire d'annulation, soit ma carte de crédit pour couvrir le solde restant. Encore 16 000 $ partis en fumée, ce qui aurait honnêtement dû lui servir d'électrochoc sur le coût que cela représente d'essayer de manipuler des gens qui ont 3 longueurs d'avance sur vous. Mais le vrai divertissement est venu en observant l'évolution des réseaux sociaux de Claire pendant toute cette période. Après que son désastreux poste de « femme forte et indépendante » ait été transformé en mème, elle était restée silencieuse pendant un moment, espérant probablement que tout le monde oublierait son humiliation publique spectaculaire. Quand elle est finalement revenue en ligne, c'était avec un tout nouveau discours qui était, d'une manière ou d'une autre, encore plus délirant que l'original. Maintenant, elle publiait des citations inspirantes sur la masculinité toxique et les abus financiers, se dépeignant comme une sorte de guerrière féministe qui avait été victimisée par un homme incapable de gérer son succès et son indépendance. Elle partageait des articles sur les partenaires narcissiques et les signaux d'alarme dans les relations, apparemment inconsciente du fait qu'elle décrivait son propre comportement avec une précision effrayante. Mon préféré a été son post sur « Les hommes qui utilisent l'argent comme une arme pour contrôler les femmes », qui s'est fait absolument laminer dans les commentaires par des gens qui se souvenaient qu'elle avait essayé d'utiliser mon argent comme une arme pour s'acheter une maison. La dissonance cognitive était si forte qu'on pouvait presque la voir irradier de son fil Instagram comme des vagues de chaleur sur du bitume brûlant. Pendant ce temps, les mises à jour de son profil sur les sites de rencontres étaient de l'or pur. Elle avait apparemment décidé que la solution à ses problèmes actuels était de trouver un autre homme, de préférence un homme stable financièrement et généreux, mais aussi respectueux des femmes fortes. En gros, elle faisait son shopping pour trouver un distributeur automatique version 2.0, mais cette fois avec un meilleur marketing. Sa biographie ressemblait à une liste de souhaits pour trouver un sugar daddy, déguisé en émancipation féministe, recherche un vrai homme qui comprend que soutenir les rêves de sa partenaire, c'est ça l'amour. Doit être émotionnellement mature, financièrement sûr. Et prêt pour un engagement sérieux. Pas de jeu, pas de radin, pas d'hommes intimidés par les femmes qui réussissent. La traduction était assez claire. Rechercher, un mec riche assez stupide pour financer mon style de vie pendant que je lui fais la morale sur l'égalité. Quant à moi, eh bien, disons simplement qu'avoir échappé à cette balle-là faisait plus de bien que de gagner au loto et de découvrir qu'on n'a pas d'impôt à payer dessus. J'ai passé le week-end à trier tous les cadeaux de mariage que nous avions reçus en avance de la part de parents impatients, à rendre ceux qui avaient des reçus, et à donner le reste à des œuvres de charité. Le vase en cristal de tante Gertrude a trouvé une nouvelle maison chez Emmaüs, juste à côté des tasses à café assorties pour lui et pour elle sur lesquelles il était écrit « Monsieur Parfait » et « Madame a toujours raison ». J'ai pris l'argent que j'avais économisé en n'achetant pas la maison de rêve de Claire et je l'ai réinvesti dans mes comptes retraite et dans un beau portefeuille diversifié qui avait déjà pris 8% depuis que j'avais fait la transition. Bob, mon conseiller financier, était pratiquement fou de joie quand je l'ai appelé pour lui raconter ce qui s'était passé. « Fils, m'a-t-il dit, tu viens de t'épargner environ $1 demi-million de futurs maux de tête. Cette femme t'aurait mis sur la paille avant tes 40 ans. » Ma mère, juge aux affaires familiales à la retraite et distributrice d'honnêteté brutale, a résumé toute la situation à la perfection lors du dîner du dimanche.
Elle ne voulait pas un mari, chérie. Elle voulait un sponsor. Il y a une grande différence entre un partenaire de vie et quelqu'un qui paie pour ta vie. Le meilleur, c'était de voir à quel point je dormais beaucoup mieux la nuit. Fini de rester éveillé à me demander si j'étais manipulé ou si on profitait de moi. Fini de marcher sur des œufs autour de quelqu'un qui considérait chaque conversation comme une négociation potentielle. Fini de faire semblant que, ce qui est à moi, ce qui est à toi est à nous, était en quelque sorte une philosophie de couple raisonnable. J'avais retenu la leçon sur la façon de repérer tôt les signaux d'alarme, et laissez-moi vous dire, Claire avait agité plus de drapeaux rouges qu'un défilé communiste. L'annonce du contrat de mariage à notre propre fête de fiançailles aurait dû être mon signal de départ pour prendre mes jambes à mon cou, mais mieux vaut tard que jamais, pas vrai? Maintenant, j'étais libre, financièrement à l'abri, et armé d'une sacrée bonne histoire qui faisait de moi le mec le plus populaire à chaque soirée où j'allais. Rien ne brise la glace aussi bien que de raconter aux gens la fois où votre ex-fiancé a essayé de vous transformer en sa banque personnelle et a fini par subir un contrôle du fisc à la place.